Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invitée ce soir, une artiste aux vies multiples. Elle a d'abord appris la grammaire du monde par le corps en foulant les plus grandes scènes internationales en tant que danseuse. Et comme le mouvement appelé le verbe, elle a confié son âme à l'écriture, faisant de son premier récit un séisme intime sous le parrainage prestigieux du prix Nobel de littérature Le Clésio. Mais c'est dans l'œil de la caméra qu'elle a trouvé son point de fusion entre la France et le Maroc, entre l'exigence de l'éditrice et l'abandon de la danseuse. Elle sculpte aujourd'hui un cinéma organique, une trajectoire inspirante, mêlant exigence technique et liberté d'expression. Écrivaine, éditrice, danseuse et cinéaste, Camélia Montasser ne fragmente pas son art, elle le rassemble. Camélia Montasser, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Bonsoir, c'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va revenir sur ce parcours riche. Je l'ai dit, une artiste aux vies multiples. On a l'impression que vous avez vécu plusieurs vies, tellement vous avez fait de choses. En tout cas, ce qui est frappant dans ce parcours extraordinaire, c'est que vous ne changez pas de métier, vous ne cessez d'accumuler de nouveaux langages, de nouveaux horizons. D'abord le langage par le corps, puis par l'écriture et ensuite l'image. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes passé d'une chose à l'autre. Alors déjà, je dirais que je ne change pas de métier parce que ce n'est pas un métier. S'il est un métier que j'affectionne particulièrement, c'est le métier d'homme, d'humain. C'est le seul qui me semble être la valeur de notre cheminement. Alors en effet, pour moi, c'est une écriture, qu'elle soit par le corps, par la plume, par les mots, par le silence. C'est toujours une façon de délivrer une parole. Et pour moi, une parole est toujours un cri qui est ou je ne sais pas, qui est un questionnement ou une béance de ce que c'est qu'être vivant. Cette question est d'autant plus brûlante, me semble-t-il, en 2026. Elle l'a toujours été, parce que c'est une question d'existence. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes face à un grand moment, un grand défi. Et je n'ai pas assez d'outils pour dire l'indicible et la sensation d'éprouver de ce que c'est qu'être un être vivant aujourd'hui. Donc la danse, l'écriture, le cinéma, ce sont autant de moyens habiles, de médiums, pour tenter de dire ce qui échappe au regard et ce qui échappe à la parole. Des moyens de communication que vous essayez d'utiliser pour vous exprimer, oui. Pour exprimer des messages universels. À quel moment, après cette expérience en termes de danse, de mouvement, avec le corps, à quel moment vous avez eu ce déclic, celui de l'écriture? Alors vraiment, j'écris depuis toujours. Ah, donc ça a toujours existé. Oui, dans le champ de la création et de la présentation au monde, il y a une prévalence de la danse. Mais en réalité, j'ai commencé la danse, oui, j'étais dans la petite enfance et mes plus vieux écrits, je dois avoir 10 ans. Donc ça a toujours été un moyen d'expression, mais peut-être qu'il m'a fallu plus de temps pour m'autoriser à prendre la parole par écrit. Parce que la trace écrite, c'est très différent. La danse, nous sommes dans l'instantané du mouvement qui se délivre et s'efface au moment même où il se délivre. Quand je fais un geste, il est déjà passé. Alors que l'écriture est une trace qui persiste et elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle met en risque ce qui va être dit, parce que nous laissons un témoignage. Et un témoignage, c'est vivant, de notre vivant, mais pour toujours, depuis toujours. Est-ce qu'elle vous définit, cette écriture, selon vous, quand vous écrivez? Ça définit la personne que vous êtes? Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qui me définit. Je ne crois pas... Je me vis sans contour. Donc la question même de l'identité est une question flottante pour moi. Je ne crois pas que le qui suis-je puisse obtenir une réponse unique, d'où d'ailleurs la fragmentation apparente, qui n'en est pas une, mais... D'où l'apparente fragmentation de mes médias d'expression. D'accord.
En tout cas, votre premier livre a été préfacé par, je le disais, le prix Nobel de littérature, Le Clésio. Parlez-nous de ce premier ouvrage. C'est un ouvrage en effet de mise en risque de soi. Ce qui m'intéresse toujours à travers l'art, c'est d'aller chercher ce que nous avons du mal à dire, ce que nous avons du mal à éprouver, ce que nous avons du mal à regarder. Parce que selon ma perception et ma sensibilité, ce que nous avons du mal à regarder en face, c'est précisément ce qui est au devant de la scène. Et c'est-à-dire, il y a la scène du monde où se déroulent apparemment les événements du monde, mais ce qui est actif et ce qui n'est pas vu, ce qui agit, ce qui crée l'événement, n'est pas visible à la surface de l'événement. Donc cet ouvrage, il a été une nécessité à un moment donné d'aller briser des tabous en soi. C'est un livre d'intériorité, d'intimité, mais d'intériorité. Et je crois que plus nous allons dans le plus profond intime, plus nous pouvons avoir une chance d'atteindre à l'universel. Je le dis un peu vite, mais... En tout cas, des paroles très profondes. On le disait tout à l'heure, vous êtes écrivain, mais vous êtes également éditrice. Cette complémentarité vous permet-elle aujourd'hui de mieux comprendre d'abord la chaîne de création du livre et puis ce premier jet d'abord solitaire qui ensuite devient public? On en revient à ce que vous disiez quand vous disiez que vous avez toujours écrit, mais le fait d'écrire pour un public, c'est différent. Ça résonne différemment parce qu'on laisse des traces qui ne nous définissent pas. Vous avez bien rebondi. Mais qu'on garde en mémoire. C'est ça. Alors, l'aventure de l'édition, elle va avec l'aventure de l'écriture. J'ai rencontré, au moment où j'étais au plus, on va dire, au zénith de mon moment de danse, où je tournais beaucoup dans le monde, j'ai rencontré Aurélien Réal, qui est un cinéaste et écrivain, qui avait ce projet de maison d'édition et qui m'a proposé de joindre cette équipe éditoriale. Dans l'instant, j'étais un petit peu perplexe parce que j'avais envie d'arrêter les mots. J'avais une grande déception de me dire tout est dit, on arrive trop tard, je ne vais rien pouvoir dire de mieux que tout ce qui a été dit. Et finalement, cette aventure éditoriale s'avérait être d'une autre texture, un autrement de l'aventure qui était de justement donner à lire des ouvrages qui ne sont plus édités, et qui ont marqué l'histoire de la littérature, de la pensée et de la non-pensée, de l'être. Donc j'ai accepté, je ne l'ai pas regretté, parce que c'est même à travers cette aventure éditoriale et cette rencontre que j'ai pu commencer à écrire et à m'aventurer à écrire. Donc oui, ça m'a permis, en fait, par l'édition, d'arriver à l'écriture, étrangement. Donc je saisis d'autant mieux la difficulté que c'est d'abord de se délivrer devant une page, blanche. Et puis le processus éditorial, c'est encore une autre aventure, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une crise du livre qui est assez colossale, puisque le papier lui-même est en train de se raréfier. Et nous tenons, en tant que maison d'édition qui s'appelle Le Grand Souffle, à perpétuer l'artisanat de la vie, parce que la vie vivante et le papier, c'est encore quelque chose qui nous rappelle à l'organicité de nos existences et pas seulement à la virtualité cybernétique dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Il se raréfie, mais il se transforme d'une certaine manière, on va dire. Donc, le papier peut-être pas le papier, mais le oui, livre. Le livre, oui. Le livre, oui. C'est vrai. C'est vrai que pour les lecteurs qui ont l'habitude, qui ont commencé à lire sous forme de papier, c'est très compliqué, je parle par expérience, en tout cas pour moi, de lire sur tablette ou sur ordinateur. Mais pour cette nouvelle génération, c'est une toute autre histoire. Donc j'imagine que c'est l'un des défis à relever aujourd'hui pour le livre. Oui, je parlais du papier parce que le prix du papier a augmenté basiquement, ce qui fait que l'édition de papier devient de plus en plus luxueuse. Or, le papier est une valeur sûre sur laquelle nous pouvons compter. Vous avez votre papier devant vous, alors que la technique virtuelle d'une tablette, on ne peut ne plus avoir d'électricité, nous entrons du côté du virtuel. La trace du papier, c'est un moment solitaire. Il n'y a pas de machine entre soi et le message qui va être reçu. Donc l'aventure éditoriale, elle fait face à beaucoup de défis aujourd'hui, qui fait que pour exister en tant que maison d'édition, quel que soit le point de la planète aujourd'hui, c'est... Que ce soit au Maroc ou en France, puisque tout à fait. Vous êtes entre les deux, dans l'entre-deux. Et justement, l'augmentation des prix, ça favorise plutôt un accès élitiste
aussi Oui, c'est ça. à la littérature, ce qui ne devrait pas être le cas. Exactement. Tout le monde a besoin de lire. Oui. Est-ce que le fait d'accompagner d'autres auteurs dans des ouvrages collectifs comme L'Impensable nourrit votre propre imaginaire en tant qu'écrivain également? Je ne suis pas une écrivaine de l'imaginaire, même si je triche en disant cela parce que l'imaginaire est toujours présent. Même dans le réel, on peut en créer pas mal de choses. Oui. Contextualiser en tout cas une histoire qui est imaginaire finalement. Oui, si c'est pour ça que j'ai dit dans le réel. C'est pour ça que j'ai dit je triche un peu parce que l'imaginaire est partout présent. Mais en tout cas, l'aventure de l'Impensable, justement, nous sommes un collectif d'écrivains avec Aurélia Réal, Nathanaël Flamand, qui tentons une aventure commune justement de dérangement mutuel. C'est-à-dire que je ne suis pas écrivaine sûre et certaine de ce que je dis. Mais le fait de coexister avec d'autres va permettre une circulation de la remise en question de ma vérité n'étant pas la vérité, mais d'accepter en fait une confrontation de points de vue qui est nécessairement un grand enrichissement et une façon de toujours progresser et d'aller plus loin que je ne l'aurais été par moi-même. Je crois que seuls, nous ne pouvons pas grand-chose. En tout cas, on va continuer sur ce parcours et cette suite logique qui, après l'écriture, fait que c'est l'image qui prend place, on va dire, et qui fusionne un petit peu tout cela, le mouvement et l'écriture. Vous avez récemment travaillé sur un court-métrage sous transe. Le titre évoque donc à la fois l'état second et peut-être même le fait d'être sous tension ou en souffrance. Donc, d'où vous est d'abord venue cette idée pour ce court-métrage et comment a-t-il été réalisé? Justement, le titre, vous le dites bien, sous transe, porte en lui la consonance de souffrance. Vous l'aurez remarqué à travers mes travaux en général, la question de la souffrance est centrale. Je suis pourtant un être joyeux. Pourquoi c'est important pour vous d'aborder ce genre de thématique, de sujet? Parce qu'il me semble évident que la souffrance est l'empreinte commune de notre condition humaine, partout sur la planète et universellement. Et que c'est la chose que nous avons le plus, qui n'est pas une chose, c'est le domaine que nous avons le plus de mal à explorer. Et c'est un appel à l'empathie aussi, peut-être? Oui. L'empathie commence par accepter sa propre souffrance, qui fait que si j'accepte la mienne, je peux accepter la vôtre parce que il n'y en a qu'une de souffrance qui est partagée dans une solitude commune. Pour moi, la solitude, elle est plurielle, elle n'est pas individuelle. Donc, explorer la souffrance, c'est justement aller regarder ce qui fait mal pour un dépassement de cette souffrance. D'où d'ailleurs le nom du collectif L'Impensable avec un A. Ce n'est pas l'impensable avec un E, c'est avec un A. C'est ce qui ne peut être pensé. Mais ce qui ne peut être pensé, s'il est éprouvé, regardé, accueilli, parlé, partagé, alors nous en sortons. Donc c'est entrer dans la souffrance pour pouvoir en sortir. Et après le court-métrage, est-ce qu'on peut s'attendre à un long-métrage? Franchement, je m'attends à tout. Un projet, pour l'instant, en tout cas, rien. Je m'attends à tout et je m'attends à rien. Rien d'effectif, mais bon, on s'attend à cette suite logique des choses. Avant de terminer, un dernier mot sur un projet sur lequel vous travaillez actuellement qui s'appelle Shamsi. Donc, c'est une mise en scène. Alors, Shamsi, c'est une école nationale du cirque qui se trouve à Salé, à Sidi Moussa précisément. C'est une école qui accueille des jeunes pour une formation de 3 ans dans les arts du cirque. C'est une opportunité qui a été une surprise pour moi. Voilà comment ça se passe. C'est pas que je cumule, c'est que la vie propose des opportunités. Il se trouve que je dis oui, généralement, à la vie. Et donc, je me retrouve à travailler avec des circassiens sur la thématique de Jha, que nous connaissons dans le patrimoine marocain, mais qui n'est pas uniquement un personnage du patrimoine marocain, mais du patrimoine universel. Il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine universel, ce personnage qui est le personnage du sage fou. En fait, c'est un archétype de la sagesse et de la folie que nous ne pouvons pas toujours distinguer. Et donc, nous avons eu une première édition d'un spectacle qui a été à la rencontre du public avec beaucoup de succès. Donc, je recommence là, à partir de maintenant, une deuxième création avec d'autres jeunes
et les arts du cirque qui permettent, un peu comme le cinéma, une synthèse entre écriture, puisque j'écris des textes, j'écris le spectacle, et la mise en scène du corps dansé, puisque je fais de la chorégraphie, mais aussi j'ai découvert les arts du cirque et je trouve qu'ils offrent une grande pluralité de possibles. Merci à vous. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Camélia Montsasser. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est la fin de l'invité pour ce soir. On se retrouve demain.